Bonjour à tous, je vais vous présenter un projet que je suis en train de mener à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Je m'appelle Nicolas Nova, je suis à la fois professeur associé dans cette école et également cofondateur de Near Future Laboratory, une agence de prospective, hein, particulièrement spécialisée sur des questions de design fiction, on est basé à la fois en Europe et en Californie, mais là pour le projet dont je vais vous parler, ça se passe plutôt en Europe, hein, à la Head à Genève. Donc c'est un projet que j'ai juste démarré, hein, qui est un projet plutôt à cheval entre sciences sociales, hein, ethnographie, anthropologie, sociologie et design, hein, dans le champ du numérique, et qui va consister à réaliser une enquête sur ce que j'appelais ici le numérique disparate, hein, c'est-à-dire d'enquêter, de réaliser toute une enquête, une immersion dans les pratiques en fait de réemploi, réutilisation, recyclage, transformation des machines qui restent, c'est-à-dire de tous ces objets numériques, hein, que l'on a parfois chez soi, hein, ou dans des entreprises, hein, qui sont en fait, avec le temps, l'accumulation de toutes ces machines, hein. Il peut s'agir de consoles de jeux vidéo, il peut s'agir d'ordinateurs fixes, d'ordinateurs portables, d'accessoires, de périphériques, hein, qui, quand on utilise ces technologies depuis un certain temps, qui s'accumulent, qui sont plus ou moins utilisées, hein. Là, c'est juste une photo de mon placard, euh, ou qui sont cédés, donnés, revendus, collectés par toutes sortes d'acteurs, hein, comme ici présent un acteur de recyclage en Angleterre, hein, qui recycle et reconditionne des MacBooks. Alors voilà, ça c'est une pratique, je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, cette pratique ou alors le fait d'accumuler toutes sortes de technologies chez soi sans savoir trop quoi en faire. Et moi qui m'interroge, hein, à plusieurs égards, un premier égard sur le fait que ces technologies, bah, on ne sait pas trop quoi en faire, hein. Il y a des circuits de recyclage qui existent, hein, des chaînes de production, de chaînes de recyclage mondiales dont on a du mal, hein, en tant qu'utilisateur d'un ordinateur de savoir ce qui va devenir par ailleurs. Alors il y a tout un ensemble de recherches qui va dans cette direction. Moi je suis plus intéressé par des pratiques plus, on va dire, qui sont hors du monde industriel, et je vous en parlerai juste après. Alors, cet intérêt, pour ces objets, hein, ces restes du numérique, il est lié à la fois à la découverte de ces mondes, hein. J'ai fait tout un travail auparavant sur la question des réparateurs de smartphones. J'avais travaillé également sur les gens qui transforment des vieilles consoles ou vieux ordinateurs de jeux vidéo pour faire du reggae. Mais cet intérêt, il est aussi alimenté par au travers de différentes enquêtes, à travers de différentes situations dans lesquelles j'ai été exposé, de constater comment les machines durent, et les anciennes machines durent particulièrement. Là, j'ai un exemple particulièrement saillant qui m'avait frappé lors d'un voyage à Cuba, dans lequel j'avais un ticket de bus et il fallait aller dans un village, ou dans une ville, hein, qui s'appelle Pinar del Rio. Il fallait changer son billet de bus pour pouvoir accéder au bus. Et donc j'ai dû monter dans les étages d'un bâtiment pour aller voir quelqu'un dont le boulot, c'était de changer mon billet de bus. Et quand je suis arrivé, j'ai pas pu m'empêcher d'observer en fait que dans la pièce, toutes les personnes qui étaient présentes, hein, qui travaillaient dans ce service, avaient des ordinateurs complètement disparates. Il y avait à la fois des gens qui avaient hein, des ordinateurs portables d'il y a quelques années, plutôt des PC. Il y avait également des PC fixes, hein, qui semblaient dater de la fin des années, la fin ou même le milieu des années 90. Il y avait, hein, j'ai pris cette photo des machines comme ça qui étaient très avec des toiles d'araignée. Et donc le but là, c'est pas du tout de se moquer de ces situations-là, mais plutôt de se dire mais
qu'est-ce que c'est que ce système d'information en fait qui est constitué de toutes ces machines, sachant que l'expérience hein, que j'ai eue moi, c'est que tout ça marchait très très bien, j'ai eu aucun problème, je sais pas parler espagnol, mais j'ai pu bredouiller un peu pour changer mon ticket, comprendre ce qui se passait, puis comprendre aussi saisir en discutant assez rapidement, sans trop les déranger. Avec ces gens-là, bah, comment est-ce qu'ils opéraient, comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir un système d'information qui était basé sur des machines aussi disparates. Alors j'ai mis ça un peu dans un coin de ma tête, hein, et puis après j'ai travaillé sur plein d'autres choses. Et dernièrement, je me suis interrogé sur ce genre de cas en me disant, ah, il y a quelque chose d'intéressant, au-delà juste du bricolage, hein, peut-être de gens qui vont, je en reparlerai après, détourner une console de jeu, un ordinateur pour faire de la musique. Il y a aussi des métiers qui vivent en fait ces situations de faire fonctionner, d'agréger un numérique disparate, qui le font, alors dans certains pays du monde qui sont peut-être pas dans les mêmes situations évidemment, enfin certainement pas dans la même situation que les pays occidentaux, mais qui du coup sont extrêmement intéressants pour bah, construire, on pourrait dire, une expertise, hein, par la force des choses, hein, il ne faut absolument pas l'exotiser ou la romantiser, mais construire une expertise sur le réemploi, le réassemblage, la réutilisation des machines. Et dans les discussions avec des gens comme Ernesto Rosa, hein, qui est un chercheur cubain qui travaille maintenant à la Cité du Design à Saint-Étienne, bah, tout ça a un peu cristallisé en me disant, dans ma tête, en me disant, bah, il y a quelque chose d'intéressant à investiguer sur ces questions, en partant du principe que ces situations-là, hein, comme le cas cubain présent ici, pourraient être potentiellement amenées à se généraliser. Alors, ça pose toutes sortes de questions hein, sur notamment enfin, tous ces débats qu'on a, qu'on voit apparaître depuis quelques années sur la notion de low-tech, hein, de technologie de basse intensité. C'est un débat hein, que je vais mettre un petit peu de côté, j'en reparlerai dans un moment, mais qui est quand même intéressant dans le sens où il y a tout un ensemble de praticiens hein, dans le champ du design, de l'art ou de l'ingénierie qui s'interrogent sur ce que serait qu'un numérique de basse intensité, hein, qui le font à leur manière. Hein. Là, j'ai pris un cas qui me semble assez intéressant de Ralph Becker, un artiste allemand, qui crée des machines à calculer. Hein. Là, c'est la Rechnungsraum, la pièce à calculer, on pourrait dire, qui est une machine faite de bois et de petits minéraux et qui, hein, pour des gens qui ont beaucoup de temps, peut effectuer des calculs. Hein. Alors, évidemment, il y a une esthétique extrêmement recherchée et intéressante ici. Et c'est un des cas intéressants de gens qui partent pas de l'idée de low-tech, mais qui essaient plutôt de se dire, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de créer enfin de revenir sur cette notion de machine à calculer de l'ordinateur avec des matériaux les plus basiques possibles, comme moyen de réfléchir à ce que c'est que l'informatique, à la place qu'elle occupe dans nos vies, et comment la déployer. Alors, ça, c'est un cas qui est intéressant. Un cas beaucoup plus courant, moi, qui m'a intéressé ces dernières années, c'était de voir justement toutes les pratiques hein, dans le champ du numérique qui consistent à reprendre des machines un peu anciennes parce qu'elles ont certaines caractéristiques intéressantes et à les utiliser pour créer quelque chose de nouveau, hein, qui est en général un hybride de l'ancien et du nouveau. Hein. Là, vous avez un exemple hein, d'un tweet d'un artiste qui enfin, explique en gros que c'est une pratique extrêmement courante de récupérer des Commodore 64, hein, un ordinateur des années 80, de le démonter pour récupérer le processeur son, hein, le SID hein, qui est présent sur la droite, pour en faire quelque chose, pour en faire une installation, pour en faire un nouvel instrument, hein, ce qui est d'ailleurs une pratique faite par le label de reggae allemand Jatari, qui est basé à Leipzig, et qui crée des synthétiseurs hein, qui sont une espèce d'hybride entre un Commodore 64 et certains de ses composants comme ses processeurs son SID et des technologies plus récentes voilà, en les remettant dans une coque hein, de Commodore 64. Hein. Si ça vous intéresse, j'avais fait un article dans la revue Technique et Culture sur ces pratiques de démontage, d'extraction, de combinaison, de remontage qui voilà, sont une forme de réemploi et de réinterprétation d'objets numériques passés pour créer quelque chose de nouveau.
Alors, la manière de qualifier ces choses-là intrigue pas mal de monde, hein. J'ai utilisé le terme de low-tech tout à l'heure, qui est un terme qui est euh, intéressant, qui suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui, mais qui est évidemment assez problématique parce que il est difficile enfin, il est difficile de voir de quoi on parle là derrière. Ça regroupe souvent hein, une variété de phénomènes qui, s'ils sont assez bien compréhensible dans le cas, par exemple, de ce que serait un mobilier dit low-tech ou d'imaginer des installations, je ne sais pas, dans sa maison pour faire du chauffage low-tech. Dès qu'on passe des objets techniques comme les objets numériques qui ont un degré de sophistication bien plus important, on a un peu de mal à voir ce que ça pourrait être. Est-ce que ce serait la même chose que la machine à calculer en bois avec des petites billets du fil de Ralph Baker que j'ai montré il y a un instant, ou est-ce que c'est des choses plus élaborées? Et si c'est plus élaboré, bah, auquel cas, est-ce qu'on est toujours dans le low-tech ou dans autre chose? Et c'est pour ça que je montre ici cet extrait d'un texte hein, d'Emmanuel Grimaud, de Yann-Philippe Tastevin et de Denis Vidal, hein, dans la revue encore Technique et Culture, qui proposait une autre notion, hein, une notion de wild tech, hein, une forme de technologie sauvage, qui implique hein, un haut degré de détournement, où on ne sait pas trop s'il s'agit de low, de basse intensité, ou de high, parce qu'il y a des sortes d'imbrications, d'hybridation, qui nous rendent en fait, qui rendent la situation difficile en fait pour savoir si ça se situe à l'un des côtés du spectre. Et au fond, hein, c'est ce que nous dit aussi l'article, bah, c'est peut-être pas la question. Au fond, on peut mettre ça de côté. On peut se dire plutôt qu'il y a des nouveaux modes d'innovation, on parle d'autres cinétiques d'innovation, dans lesquels il s'agit pas de comparer les degrés de sophistication, les types de matériaux utilisés, mais plutôt le fait qu'on peut exploiter certaines de leurs propriétés, et notamment le fait que ces objets existent déjà. Hein, donc il ne s'agit pas forcément de les produire, mais il s'agit de les rassembler, les combiner, les reconditionner, les modifier, les mettre ensemble, les hybrider, pour arriver à quelque chose qui serait hein, de l'ordre hein, d'une innovation, hein, c'est-à-dire d'invention d'un objet technique qui pourrait circuler, se diffuser dans des pratiques sociales nouvelles. Alors, ça, c'est une vision un petit peu abstraite des choses. Moi, dans l'enquête que je me propose de réaliser, il s'agit bah, hein, de décrire, de saisir en fait un ensemble de pratiques qui existent déjà aujourd'hui et qui relèvent dans le champ du numérique de ce wild tech. Hein. C'est par exemple, hein, je pense qu'un exemple les plus flagrants et les plus intéressants ici, c'est ce que font Benjamin Gollon et ses collègues dans The Internet of Dead Things Institute, donc l'Institut des objets connectés morts, hein, dans lequel leur objectif, en fait, hein, on le voit avec l'onglet Minitel SE, c'est par exemple de prendre des objets techniques hein, qui sont présents dans l'histoire du numérique, comme le Minitel, et hein, de les réemployer tout en les transformant pour des applications plus ou moins sérieuses. Hein. Là, il y a ici un Tetris sur Minitel, mais je pense que l'idée générale dépasse évidemment l'idée de faire de la musique avec des vieux jeux vidéo, de recréer des vieux jeux vidéo, ou ou de s'amuser avec des vieilles machines. Hein. Je vois les projets de The Internet of Dead Things Institute comme un exemple, une illustration tout à fait intéressante de ce qui pourrait être amené à se généraliser dans des champs autres que celui du divertissement. Alors, tout ça, évidemment, hein, faut bien garder en tête que ces pratiques, elles existent déjà dans plein de mondes, dans plein de mondes sociaux. Hein. Ah, le cas du travail de Benjamin Gollon avec The Internet of Dead Things Institute, on peut le lier, l'ancrer à toute une culture hein, qui est celle des makers. Hein. Je vous montre ici un livre que j'ai reçu il y a quelques temps, hein, The Critical Makers, Unlearning Technology, a Reader, par l'Institute of Network Culture à Amsterdam, c'est une publication parmi plein d'autres, mais qui revient sur on pourrait dire, ces 10-15 dernières années de culture making, hein, maker, qui s'ancre dans toute une histoire du hacking et de l'informatique, hein, bien documentée aujourd'hui, mais qui
en fait, qui a essaimé avec le temps et qui a donné lieu à, premièrement, à toutes sortes de pratiques de réemploi, détournement, transformation d'objets techniques plus ou moins récents. Et avec le temps, ces pratiques, hein, ces pratiques de makers, en fait, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'avec le temps, elles ont aussi donné lieu à la constitution de tout un ensemble d'expertises, hein, de compétences qui sont documentées, qui sont partagées et qui, je pense, dépassent de loin les objets qui ont été produits, hein. Et donc, au-delà, par exemple, si on prend le cas du Minitel de Benjamin Golon, il est extrêmement intéressant comme objet, comme démonstrateur, comme manière de montrer en fait des possibilités de réappropriation d'objets électroniques, numériques passés, mais ces objets-là sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre en avant en fait la capacité en fait d'un certain nombre d'acteurs qui sont pas du tout des acteurs classiques du monde industriel à se réapproprier ces objets et à en produire autre chose. Voilà, donc ça me semble intéressant parce que dans un monde dans lequel il y a eu tout un ensemble de travaux, hein, je pense par exemple à Garnet Hertz avec ses Disobedient Electronics qui montrait comment euh, on peut se réapproprier, protester à travers les objets numériques. Hein, le développement en fait de cette sorte de critical recycling, hein, ce recyclage critique hein, avec lequel opèrent des gens comme Benjamin Gollon et bien d'autres, il y a quelque chose d'intéressant qui permet aussi d'avancer sur des formes, on va dire, qui dépassent la simple protestation et qui sont aussi, hein, au sens politique, des manières d'illustrer en fait d'autres façons de vivre ensemble avec les objets techniques. Alors, il y a plein d'autres gens hein, qui abordent ces questions, hein. Là, j'ai mis un exemple d'un studio, alors c'est des designers italiens qui sont à Amsterdam, un format Fantasma, qui ont mené toute une exploration extrêmement intéressante sur le recyclage des déchets électroniques, donc de documenter les pratiques d'objets comme le recyclage des vieux ordinateurs, et de donner, hein, sur le site, hein, je vous recommande d'aller voir le site OrStream, donner toutes sortes de stratégies hein, sur comment réparer, recycler, transformer ces objets-là. Alors évidemment, là, vous voyez, ça se situe hein, dans une esthétique hein, qui est un peu différente, mais qui montre aussi que dans ces pratiques de designer, au-delà des pratiques artistiques, il y a aussi un intérêt extrêmement fort sur ces questions. Ah bah, je continue, hein, je poursuis hein, dans les exemples, hein, avec des cas hein, comme les communautés en fait de rétro gaming hein, qui s'intéressent à continuer à créer des jeux sur des machines passées. Il y a tout un ensemble de pratiques extrêmement innovantes et singulières, hein. Là, j'ai pris un exemple de Dub CRT en fait, qui est en fait une cartouche. À l'époque où les jeux sur ordinateur pouvaient être des cartouches, une cartouche qui se branche sur le côté du Commodore 64 pour avoir une expérience entre le jeu vidéo et la musique. Hein, donc ça montre aussi qu'il y a aujourd'hui, en fait, dans des communautés héritées des demo makers des années 80-90, une poursuite en fait de la création de jeux, d'expériences ludiques, d'expériences de divertissement esthétique sur ces machines passées, avec l'idée bah, qu'on peut aussi produire de la nouveauté hein, avec ces machines-là. Hein, pour le dire autrement, moi, je vois ce genre d'exemple comme une espèce de ligne, pas du tout un reliquat du passé, mais plutôt une forme de ligne, trajectoire du progrès parallèle dans lequel des gens ont continué, ou alors découvrent aujourd'hui, parce que certains ont à peine 20 ans, découvrent ces machines, ont continué à produire avec ces machines pour créer tout type de projet. Alors, il s'avère que c'est dans le champ ici du jeu vidéo et de la musique, mais ça me semble extrêmement intéressant pour illustrer en fait des phénomènes qui pourraient évidemment s'étendre à, comme le cas cubain tout à l'heure, du monde, au monde du travail et du service. Tout ça, en fait, me semble aussi intéressant parce que c'est des questions qui se sont posées depuis longtemps, hein. Là, je vous montre un exemple d'un livre que j'ai toujours pas trouvé au marché aux puces, mais c'est ces ouvrages à l'époque qui montraient comment se créer son poste de radio, hein, poste à galène, et qui aujourd'hui, en fait, on pourrait dire que hein, ces pratiques actuelles de handmade electronic, comment créer ses propres appareils électroniques qui sont hérités en fait de ces techniques anciennes, on les retrouve hein, dans le champ du numérique. Hein, vous avez par exemple tout un ensemble de sites qui documentent comment
créer des ordinateurs qui soient basés sur des pièces passées, avec une carte mère nouvelle. Par exemple, comment utiliser un vieux ordinateur portable avec une Raspberry Pi pour le faire fonctionner. Alors évidemment ici il y a peut-être une manière un peu exotique de montrer à quoi ça ressemble, il y aura certainement des façons de dépasser cette esthétique, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant de constater qu'en fait il s'agit absolument pas juste de pratiques anecdotiques ou qui relèvent de pays qui seraient non occidentaux. En fait c'est des pratiques qui existent, qui sont documentées, qui relèvent évidemment parfois sur la passion d'un certain nombre d'individus, mais cette passion, elle s'ancre aussi sur un certain nombre de convictions sur le fait que la production de nouveaux objets numériques est un phénomène problématique d'un point de vue environnemental, et qui, en fait, aujourd'hui, ou de faire ce genre d'hybridation depuis 10-20 ans, amène à la constitution de tout un ensemble de compétences qui seraient potentiellement valorisables plus tard. Donc pour résumer, parce qu'on se rapproche de la fin de ma présentation, ce qui m'intéresse, ça va être de constituer un panorama de ces pratiques de réemploi de ce que certains considèrent comme du junk électronique, mais qui pourrait être vu comme un ensemble d'objets potentiellement intéressants qui existent déjà, qui peut être réactivé, réemployé, transformé, au-delà en fait des circuits industriels classiques. Et donc, c'est de prendre en fait ces phénomènes comme un cas de ce qu'avec Gauthier Roussy on a appelé les numériques situés. C'est dans un papier qui est sorti récemment dans la revue Sciences du Design avec Gauthier, on s'est intéressé à cette notion de low-tech numérique et essayer de décaler un peu la focale en disant mais elle est peut-être intéressante dans certains contextes, cette notion de low-tech, mais avec le numérique ça paraît plus compliqué. Par contre, l'idée générale pour laquelle il s'agit de minimiser l'empreinte carbone de nos usages de ces technologies, de ne pas polluer, de les recycler, donc toutes ces dimensions vertueuses, se traduit en fait potentiellement par certaines des pratiques dont j'ai parlé avant et d'autres que l'on décrit dans l'article, et qu'on pourrait qualifier comme un ou plusieurs numériques qui seraient situés, c'est-à-dire situés dans le temps, dans un ensemble de pratiques sociales, qui veilleraient justement à ne pas avoir tous les désavantages du numérique antérieur. Alors, la question qui se pose là derrière, je pense qui est l'objet enfin, de cette conférence en ligne, c'est de savoir mais en fait quel rôle ces réemplois numériques, j'aurais dû mettre ça au pluriel, quel rôle ces réemplois numériques pourraient jouer dans une redirection écologique. Qu'est-ce que ça voudra dire pour les individus, pour les organisations? Évidemment, là, les cas que je prends, je les décris ici plutôt comme on dit en prospective, des signaux faibles, des indicateurs à bas bruit de phénomènes qui pourraient potentiellement être amenés soit à se généraliser, soit à être encouragés de différentes façons. Alors, je montre juste une photo tirée du film Mad Max Fury Road, parce que quand je parle de ces sujets-là par exemple, des directeurs d'IT d'entreprise, de systèmes d'information, ou avec des collègues entrepreneurs ou dans le monde des grandes organisations, on me renvoie souvent à l'image qui est directement associée par rapport à ces sujets, c'est celui d'une sorte de Mad Max. En gros, on n'a plus grand-chose, on essaye de recomposer des objets du passé, comme des véhicules ou des ordinateurs avec des bribes de machins qui nous restent, parce qu'il faut absolument faire ça. Alors, ça c'est un peu, enfin, je trouve intéressant que ce soit un phénomène qui soit mentionné, mais c'est pas tellement ce genre de vision-là, évidemment, que je souhaite creuser, à la fois, si vous avez vu les films, la métaphore, le contexte guerrier qui est là derrière est hautement problématique, et puis, au fond, c'est peut-être la crainte en fait qui est exprimée par mes interlocuteurs qui transparaît ici. Moi, je suis plus intéressé par le fait que le monde d'aujourd'hui est déjà en fait peuplé de toutes sortes d'assemblages disparates. L'écosystème socio-technique
des objets numériques, il est déjà de cette manière-là. Hein. Si vous avez suivi dans les dernières semaines les discussions qu'il y a eu à cause du coronavirus, et notamment des nécessités d'adapter toutes sortes de systèmes d'information dans des banques, dans des services administratifs et dans des services en tout genre, qui étaient basés en fait sur des systèmes anciens, et notamment un langage qui est le COBOL, dont on avait beaucoup parlé à l'époque du bug de l'an 2000. Et tout d'un coup, bah, comme il fallait réajuster toutes sortes de systèmes, il fallait trouver des gens en fait, qui savaient programmer en COBOL. Et donc, ces gens-là, on appelle souvent les COBOL Cowboys, les cowboys du COBOL, n'étaient pas très nombreux et puis plutôt âgés. Donc c'est juste un exemple parmi d'autres du fait que les hybridations euh, matériel, hardware et logiciel, software, existent déjà, et qu'il s'agit de les comparer, de les décrire, de saisir en fait ce qu'il y a de nouveau par rapport à la situation actuelle, ce qui est possible, la marge de manœuvre que l'on peut avoir avec ces systèmes-là par rapport à ceux dont j'ai parlé juste avant. Et donc pour conclure là-dessus, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire tout ce travail en fait d'enquête qui consiste à établir un panorama de pratiques qui sont liées à ces objets numériques, réemployés, transformés, recyclés, réassemblés, c'est de saisir en fait vers quel scénario il pourrait donner lieu. Hein. Donc, quand on fait la prospective, on essaye toujours de combiner en fait différentes dimensions en fait de phénomènes qui pourraient se produire. Et là, je vous montre juste deux axes en fait qui me semblent intéressants, deux axes de changement pour anticiper ou pour imaginer des scénarios potentiels. Un premier axe qui est celui en gros, on pourrait le dire du low-tech au high-tech, hein, mais je préfère la notion de degré d'intégration d'éléments plus ou moins anciens, matériel ou logiciel, d'intégration très faible, on n'a que des machines d'aujourd'hui, versus à l'autre bout de l'axe, on a une hybridation, hein, comme le cas cubain dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, et on a à la fois des PC 286 et puis des MacBooks d'aujourd'hui, et peut-être même quelqu'un qui a un Commodore 64. Donc là, c'est un haut degré d'intégration. Et puis l'autre axe, c'est le degré de formalisation industrielle, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit, hein, tout en bas de cet axe, de pratiques complètement bricolées, de petits collectifs hein, qui font ça à la fois en tant qu'artistes, designers dans leur coin, ou est-ce que il y a une formalisation qui apparaît, hein, qui se déploie, hein, qui existe déjà, hein, par exemple le réassemblage de Polaroid, hein, de vieux Polaroids sont réassemblés, qui sont mis sur le marché dans des magasins de hipsters, genre Urban Outfitters, ça existe déjà. Donc là, c'est un certain degré de formalisation industrielle, alors qu'en bas, ce serait plutôt des cas comme Internet of Dead Things Institute. Donc en croisant ces deux matrices, on voit qu'on a hein, plusieurs types de scénarios qui sont soit possibles et envisageables hein, du point de vue de la prospective, soit qui cartographient un territoire hein, du point de vue du design de service, hein, de l'entrepreneuriat, on va dire un territoire des possibles vers lequel s'interroger. Hein, dans le sens, par exemple, qu'est-ce que voudrait dire un haut degré de formalisation industrielle et un haut degré d'intégration d'éléments anciens? Hein, quelles compétences ça nécessiterait? Est-ce que c'est les mêmes que les artistes et les designers dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on a envie de recréer des gros industriels euh, du, euh, du recyclage? Est-ce qu'il y a peut-être, dans ce cas de numérique situé dont j'ai parlé tout à l'heure, des formes plus locales et situées de coopératives qui pourraient s'en mêler? Donc, globalement, hein, il y aura tout un exercice à faire de positionnement autour dans cette matrice qui m'intéresse. Et puis pour conclure là-dedans, parce qu'il y a une vision peut-être un peu une vision politique qu'il y a derrière qui peut être interrogée, je trouve intéressant de resituer en fait tout ce que je décris ici hein, dans ce que j'appelle le débat des préfixes. Hein, et dans beaucoup des travaux, notamment ceux de Diego Landivard, d'Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, je vois ce terme de dé, enfin ce préfixe dé, hein, désinnover, déstaurer, désincuber. J'ai vu défaune pour définancer la police dernièrement. Et puis là, dans ce que j'ai expliqué, il y a des notions préfixe re, hein, recycler, réemployer, réassembler, réformer. Alors j'ai mis quelques fautes d'orthographe ici, ou des anglicismes, mais il y a quelque chose qui m'intéresse là derrière, de poser une forme de débat sur
j'ai pas de préférence hein, personnellement là-dessus, mais est-ce qu'il faut privilégier le D ou le RE? Est-ce que tout ça est combinable? Et quelle valeur ou quelle idéologie il y a là derrière? Parce qu'évidemment, hein, l'idée réformiste, ça peut mener en fait à des situations proches de celle dans laquelle on est aujourd'hui, alors que des formes autres de désinnovation ou de d'instauration serait finalement plus poussée et plus radicale. Donc voilà, c'est une interrogation hein, que je mets sur la table et qui me semble pertinente pour terminer cette discussion avec au cœur, en fait, hein, il y a peut-être la réponse qui est là derrière, c'est qu'il y a un re qui est plus proche du de, c'est celui du renoncement, hein, qui peut être aussi une voie tout à fait envisageable. Merci de votre